Bonsoir. Alain Prost, champion du monde pour la 4e fois. Il a terminé 2e du Grand Prix d'Estoril. L'heure des bilans après les inondations dans les Alpes, 10 morts en Italie, en Suisse et en France. Chirac et Balladur affichent leur unité aux journées parlementaires du RPR. Le Premier ministre confirme une réforme de la Constitution sur le droit d'asile. Toujours l'incertitude à Moscou. Les parlementaires sont retranchés. Le président Eltsine pourrait faire des concessions. Invité de ce journal, Miu Miu, c'est l'une des vedettes du film événement de l'année, Germinal, de Claude Berry, d'après Émile Zola. On peut être pré-retraité et encore le meilleur dans sa spécialité. La preuve, Alain Prost vient d'être sacré champion du monde de Formule 1 pour la 4e fois, 2 jours après avoir annoncé sa retraite définitive de la compétition à la fin de la saison. Prost a terminé 2e tout à l'heure du Grand Prix du Portugal, derrière l'Allemand Schumacher, après un Grand Prix plein de suspense. Laurent-Frédéric Bollet. 48 heures pile après avoir annoncé sa future retraite, Alain Prost peut brandir fièrement le drapeau français. Le voilà champion du monde 93. Il devait pour cela devancer son coéquipier Damon Hill et avant même le départ, c'était chose faite. Il cale et s'élance en dernière position. Mais le héros du départ, ce fut bien Jean Alesi, déchaîné l'Avignonnais qui se permet de griller sur sa Ferrari Senna, Häkkinen et Prost parti prudemment. Pour ce dernier, tout se poursuit d'ailleurs pour le mieux puisque Senna abandonne peu après. Arrivent alors les changements de pneus. Alesi et Häkkinen, les jeunes loups, se frottent l'un à l'autre, mais rétrogradent au profit des Williams et de Prost. Prost qui se retrouve 2e derrière Michael Schumacher, l'Allemand ne quittera plus cette position. Un Grand Prix du Portugal marqué par 2 accidents spectaculaires. Mika Häkkinen, le Finlandais remplaçant d'Andretti, s'envole et s'en va taper fort le rail. Et puis surtout Gerhard Berger qui s'introduit là où on ne l'attend pas. Incroyable, à la sortie des stands, l'Autrichien a dérapé. Un miracle finalement qu'il ne soit pas venu s'encastrer dans une ou 2 autres voitures. Mais depuis 2 Grands Prix en tout cas, les accidents graves se succèdent. En tête, Prost est revenu sur Schumacher, mais ne le doublera pas. Le jeune Allemand remporte donc le 2e Grand Prix de sa carrière. Il est bien un prodige. Prost empoche son 4e titre. Il est bien prodigieux. Victoire donc de Schumacher. 85, 86, 89 et enfin 93, ce sont les 4 années où Alain Prost aura été champion du monde. Fangio reste le recordman avec 5 titres, mais Prost qui a remporté 51 victoires entre dans la légende, rappelle. Campeão do Mundo, en portugais cela veut donc dire champion du monde. Ça y est, Alain Prost a décroché sa 4e couronne, un exploit retentissant pour la Formule 1 moderne, mais qui n'est pas le record en la matière. La référence reste Juan Manuel Fangio, que l'on voit ici lors de son 80e anniversaire. Fangio et ses 5 titres décrochés dans les années 50. À l'époque, bien sûr, il y avait moins de Grands Prix, les voitures étaient moins sophistiquées. Fangio demeura malgré tout sans égal. Pourtant, il n'a pas manqué grand-chose pour que Prost épingle également 5 titres. En 83, il est 2e, battu à l'ultime Grand Prix par Piquet. En 84, il n'est devancé que d'1 demi-point par Lauda. La consécration arrive en 85 sur McLaren. Prost, le professeur, cueille le 1er titre de champion du monde pour un Français. Second titre en 86, le plus beau, acquis lors de la dernière épreuve en Australie. Sa science de la course est au sommet. 3e titre en 89, mais dans la douleur, cet accrochage avec Senna à Suzuka lui offre un championnat au goût amer. Bientôt retraité, Prost va maintenant peut-être se tourner vers Ligier, où il deviendrait directeur d'écurie. Il avait déjà essayé une monoplace bleue en 92, ce serait une reconversion idéale. L'heure des bilans après les inondations terribles qui ont fait beaucoup de dégâts dans les Alpes, en France, mais aussi en Suisse et en Italie où il y a eu des victimes. Admourg. Emportée comme un fétu de paille, la route n'a pas résisté longtemps à la violence des flots. 3 jours et 3 nuits de pluie ininterrompue dans le nord de l'Italie, parfois plus de 3 mètres d'eau. Routes détruites, ponts effondrés, maisons envahies par l'eau et par la boue. 3 personnes ont péri dans un accident sur une route noyée par les flots. 2 personnes âgées sont mortes dans leur voiture, emportées par le fleuve. Plusieurs routes sont fermées à la circulation, le trafic ferroviaire interrompu. À Gênes, dégâts considérables, 35 cm d'eau en moins de 2 jours, population en partie privée d'électricité, écoles fermées. La situation pourrait empirer, la météo prévoit encore 1 à 2 jours de mauvais temps sur le nord de l'Italie. En Suisse, mêmes inondations, mêmes dégâts.
Les pluies ont cessé. Dans les rues de Brigue, un fleuve de boue, de rochers, d'arbres arrachés, parfois 2 mètres de boue, magasins dévastés. 2 personnes ont trouvé la mort dans une boutique inondée. Plusieurs autres sont toujours portées disparues. Ici, le temps s'améliore, mais d'après les sauveteurs, il faudra plusieurs mois pour que la ville retrouve un aspect normal. En France, certaines communes ont été très touchées par le déluge il y a 4 jours. Exemple, Pertuis dans le Vaucluse. Anne Poncinet, Jean-François Georgetti, nos envoyés spéciaux s'y sont rendus. Ils ont vu la population de Pertuis face au désastre. Découragement. Aujourd'hui, c'est un tas de tissus mouillés. Avant, c'était un entrepôt de vêtements. Depuis 4 jours, chez Bertrand Claude, on racle la boue. Le stock est perdu, mais la maison a tenu. Le jour de l'orage, Bertrand Claude a sauvé des eaux le fils de son voisin. Du courage, il le sait, il en faudra encore. Nous avons vu l'an dernier ce qui s'est passé avec la Romaine. Bon, ça fait de peine pour les gens quand on ne l'a pas vécu. Mais quand ça nous arrive à nous, bon, ben, c'est différent de ce qu'on voit. C'est complètement différent. Dans la cité voisine, ancien village Arki, Mohamed Ben Kawa ne peut même plus compter sur la solidité de ses murs. Voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment un désastre. La maison est fissurée. Mohamed s'est installé ici il y a 15 jours. Il avait tout refait à neuf et aujourd'hui, il est désemparé. On est des jeunes mariés et genre là pour l'instant je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais même pas ce qu'on va faire en ce moment de nous. Là on est logés, on paraît qu'on va nous mettre dans des bungalows en attendant des projets. Mohamed est logé ici, au centre d'hébergement. Pour lui, comme beaucoup d'autres sinistrés de Pertuis, un énorme problème de logement va se poser. Et le maire a peur qu'avec le temps, on oublie sa commune sinistrée. Vu l'ampleur des dégâts, jamais notre petite commune pourra faire face à toutes les dépenses qui s'imposent. Le maire espère donc que les hommes présents sur le terrain depuis le déluge resteront. Il compte essentiellement sur des renforts de la sécurité civile, de l'armée, sur des dons et sur l'aide des collectivités territoriales. En politique, cette information d'abord, le Parlement va être saisi très rapidement d'un projet de révision de la Constitution. Il s'agit du droit d'asile. Édouard Balladur l'a annoncé tout à l'heure aux journées parlementaires du RPR à La Rochelle. Pendant ces 2 journées, une seule question pour les députés et sénateurs du mouvement. Quelle est l'entente réelle entre Jacques Chirac, le président du mouvement, et Édouard Balladur, le Premier ministre? Véronique Saint-Olive, Bernard Happé, réponse. Ils sont sur le même bateau et ni l'un ni l'autre ne songe à tomber à l'eau. Alors Jacques Chirac et Édouard Balladur, condamnés à s'entendre, veulent que cela se sache. L'union vaut bien une petite promenade soigneusement mise en scène. Les ministres et les parlementaires RPR n'attendaient que cela, surtout ne pas avoir choisi maintenant leur candidat à l'Élysée. Alors durant ces 2 jours, avec un débat sur l'emploi en toile de fond, Jacques Chirac et Édouard Balladur ont joué la même partition de l'amitié non concurrentielle. Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. Et ceux qui s'en réjouissent ou s'en réjouiraient, eh bien, je vous le dis, ils seront déçus. Lui et moi, nous servons la même cause. Sachons faire en sorte que cette union entre nous soit réelle, qu'elle soit solide, qu'elle soit loyale, qu'elle soit sincère. C'est en tout cas notre résolution commune à Jacques Chirac et à moi-même. Et ils sont d'accord sur tout, de la politique économique à la liste unique aux européennes. Mais Édouard Balladur inscrit aussi son action dans la durée et répond à Philippe Séguin pour qui l'élection présidentielle doit amener une rupture avec la politique en cours. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français. Ils n'attendent pas la transition, mais le changement. Ils n'attendent pas une action à court terme, mais une action à long terme. Aujourd'hui, Jacques Chirac et Édouard Balladur affirment vouloir tout partager et le temps fera le reste. Sur cette entente clairement affichée entre Balladur et Chirac, Arlette Chabot, commentaire. Jacques Chirac et Édouard Balladur ont voulu dissiper l'idée de la naissance d'une rivalité type Giscard-Chirac ô combien ravageuse. Et devant les parlementaires, ils ont conclu, si ce n'est un pacte d'amitié, en tout cas un pacte de non-agression. Toutefois, on l'a bien compris, chacun est décidé à jouer son rôle et donc à jouer sa chance. D'un côté, il y a donc Jacques Chirac qui rappelle qu'il est le candidat naturel, annonce l'élaboration d'un projet présidentiel avec les députés, les parlementaires, mobilise le RPR et dans l'immédiat,
entoure Édouard Balladur de sa sollicitude et de son soutien sans faille. Et de l'autre, il y a toujours Édouard Balladur, qui ne veut pas être un simple gestionnaire de 2 ans, un Premier ministre de transition, mais définit une méthode de gouvernement, voire même une doctrine politique. Peut-être veut-il introduire le balladurisme chez les gaullistes. En tout cas, la situation est aujourd'hui un peu figée. On y verra plus clair sans doute dans un an. Le RPR sait qu'en principe, l'Élysée ne devrait pas lui échapper en 95, que ce soit Édouard ou Jacques. Alors d'ici là, il faudra simplement gérer les relations entre les deux. Jean-Marie Le Pen durcit le ton. On s'en est rendu compte à l'issue de la fête bleu-blanc-rouge organisée par le Front National à Vincennes ce week-end. Jean-Baptiste Prédaly, Alain Rapchaud. À la fête annuelle du Front National, les bons militants sont récompensés par des flammes d'honneur. Et entretenir la flamme, c'est tout le problème de Jean-Marie Le Pen en ce moment. Élection partielle défavorable, espace politique réduit. Au Front National, on ne peut guère attendre qu'une chose, l'échec d'Édouard Balladur. Monsieur Balladur est un grand anesthésiste. Pour l'instant, il administre la drogue qui endort les Français, mais il n'apporte aucun remède. Lorsque la drogue aura dissipé ses effets, et la douleur reviendra, et les Français comprendront que le RPA-l'UDF ne règle aucun problème. Pour ces lendemains supposés meilleurs, à chacun ses échéances. Jean-Marie Le Pen pense aux élections européennes et surtout aux présidentielles de 95. Dans ces deux occasions, il en est sûr, son mouvement aura remonté la pente et refait son plein de voix. On vous dit, en particulier ces jours-ci, le Front National semble en déclin, laissant ainsi entendre que nous aurions relâché notre vigilance ou notre effort. Eh bien, je le dis, à ceux qui prennent leur désir pour des réalités, ils seront déçus. Isolé mais toujours en ordre de bataille selon son chef, le Front National compte sur sa critique radicale du gouvernement Balladur et sur un discours toujours plus dur. Car Jean-Marie Le Pen craint surtout une chose, que son mouvement donne l'image d'une force désormais sur sa pente déclinante. Solzhenitsyn en Vendée pour saluer les Chouans. L'écrivain était venu pour condamner là toutes les révolutions, la française comme la russe, et pour critiquer la formule française liberté, égalité, fraternité. Il estime qu'elle est contradictoire et irréalisable. Marc Maisonneuve, Jérôme Korkikian. Je n'accepte pas que la Vendée soit traitée comme un point de détail de l'histoire de France. Pour le bicentenaire, celui du soulèvement de la Vendée royaliste, Philippe de Villiers et le Conseil général ont érigé en 6 mois un monument de 10 millions de francs. Alexandre Solzhenitsyn au rang des accompagnateurs mais véritables vedettes de la cérémonie. Le prophète de la mort du communisme, invité pour inaugurer ce que l'on appelle le chemin de la mémoire. Il mène à l'église du Petit Luc, là où auraient été massacrés le 28 février 1794 564 personnes par les troupes républicaines. Ici, pas de place pour les doutes de certains historiens sur les lieux des massacres et leur durée. Rien que des certitudes. Le Petit Luc est le nom d'un enfant, martyr, et qui brandit dans les flammes son scapulaire. Ô Petit Luc, aux yeux si clairs, aux cris déchirants dans la nuit du massacre. Ici, la République n'est pas en odeur de sainteté, celle de 1793 bien sûr. Ce soir, on parle de la Vendée, on parle de ce sacrifice des Vendéens pour leur Dieu, pour leur roi, pour leur religion catholique. Le mot de génocide ne vous semble pas trop fort? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, c'est un génocide absolument historique. Il n'y a aucune contestation possible. Alexandre Solzhenitsyn condamne, lui, la Révolution française, fracture de l'histoire tout comme le communisme. Je dirais simplement que tous les pays d'Europe de l'Est se réveillent après 40 ans de communisme. Étrange parallèle, étrange message au mémorial des Lucs, comme si la nouvelle de la mort du communisme n'était pas encore parvenue jusqu'en Vendée. La Russie, justement, c'est toujours l'incertitude à Moscou. Les parlementaires sont toujours retranchés et Boris Yeltsin les traite toujours par le mépris. Un compromis pourrait toutefois être trouvé. Mais ce dimanche, ce sont les partisans de Boris Yeltsin qui ont défilé. Marcel Tria, à Moscou. Pour la première fois depuis le début de la crise, les gros bataillons yeltsiniens ont enfin sorti leur drapeau. Ils étaient 20 000 environ en début d'après-midi à remonter l'ex-rue Gorky au centre de Moscou.
Des hommes et des femmes visiblement sans inquiétude quant à l'issue de la crise, mais qui tiennent simplement à rappeler leur soutien au président, quelles que soient les difficultés de la Russie nouvelle. Avec Yeltsin, c'est la liberté. Je travaillais comme ingénieur, maintenant je fais des ménages. Je suis obligée pour gagner ma vie. Mais je suis heureuse que nous ayons Yeltsin parce que mes enfants vont vivre dans un pays normal. La journée avait bien commencé pour Boris Yeltsin. Le grand Rostropovitch, qui ne lui a jamais mesuré son soutien, dirigeait l'orchestre symphonique de Washington juste sous les fenêtres du Kremlin. Et le président est venu en voisin lui rendre la politesse. Pendant ce temps, l'étau se resserrait à nouveau autour des rebelles de la Maison-Blanche, le siège du Parlement, où l'eau, l'électricité, le chauffage et même le téléphone intérieur ont été coupés. Mais il en faudrait plus pour inciter le général Routskoï à la capitulation. Si le président fait donner l'assaut à ce bâtiment, je vous assure que je ne partirai pas d'ici. Je vais me battre jusqu'au bout. Et il a tenu à montrer aussitôt qu'il lui restait quelques arguments plus frappants encore, et qu'il était bien décidé à s'en servir, le cas échéant. Il y a quelques minutes, de nouveau, Alexandre Routskoï, qui s'est proclamé président, est ressorti, vous le voyez, de la Maison-Blanche, du Parlement. Il a marché dans les rues de Moscou, il a redemandé aux soldats qu'ils n'obéissent pas aux ordres de Boris Yeltsin. Départ sans bavure pour Ariane la nuit dernière. La fusée européenne est partie précisément à 2h45, heure de Paris. C'est son 23e succès d'affilée, c'est tout de même pas mal. Et cette fois-ci, la mission était d'importance. 7 satellites devaient être lancés. Écoutez. Séparation Spot 3. Séparation Stella. Séparation Elfsat. Effectivement, il y avait 2 satellites principaux, Spot 3 donc et Stella, et 5 microsatellites. Biosphère 2, vous vous rappelez, c'est cette expérience scientifique où 8 hommes et femmes avaient décidé de vivre 2 ans sous une cloche en plein désert de l'Arizona. Eh bien, ces 8-là sont ressortis à l'air libre tout à l'heure. Pour les scientifiques, c'est une expérience tout à fait discutable. José Blanc-Lapierre. Retour à la réalité pour les acteurs d'un projet fou. Prouver que la vie est possible sur une autre planète. Amaigris, le teint blafard, les cobayes du futur quittent un monde artificiel où ils se sont enfermés pendant 2 ans. Une bulle de verre et d'acier grande comme 2 terrains de football. À l'intérieur, de quoi vivre en circuit fermé. Un potager, une ferme pour la nourriture et pour mieux comprendre comment fonctionne notre planète, un mini-océan, une minuscule forêt tropicale, des marécages et même une barrière de corail. Tout y était, animaux compris du plus petit au plus grand. Au total, 3800 espèces, animales et végétales. Le tout comme sur Terre, avec vent, pluie et nuages sur commande. Seule contrainte dans la vie intime de ce groupe de 4 hommes et 4 femmes, ne pas avoir de bébé. Une entorse à l'isolement, l'usage illimité du téléphone. Nous avons recyclé toute notre eau à 100%. Nous avions une agriculture non polluante et nous n'avons jamais pollué l'atmosphère. Une expérience scandaleuse pour les scientifiques, entre les mains d'amateurs selon eux. L'une des membres de l'équipe a dû être évacuée pour un simple bobo au doigt. Pire, de l'oxygène a dû être insufflé dans la bulle à 2 reprises. Et surtout, l'énergie électrique était fournie par 3 générateurs installés à l'extérieur. Un caprice qui a coûté près d'1 milliard de francs à un milliardaire texan. Une folie douce, peut-être plus proche du rêve que de la réalité scientifique. Fin des 6e assises de AIDS, l'association de lutte contre le sida. C'était à Lyon. Le document final a dénoncé notamment l'hypocrisie des assureurs face aux problèmes des malades. Il a aussi été beaucoup question lors de ce congrès de prévention et de toxicomanie. En matière de prévention, voici une expérience à Lyon justement, expérience auprès des prostituées. Françoise Vallée, Jean-Pascal Bublex, témoignage. Depuis le 6 septembre, 3 nuits par semaine, un minibus sillonne l'agglomération lyonnaise. À son bord, 3 personnes, une infirmière et 2 prostituées salariées à mi-temps par l'association Cabiria. On se déplace sur tous les nouveaux territoires de la prostitution lyonnaise. Et on s'arrête dans chaque endroit et on est là pour entendre. C'est le moyen choisi par l'association pour rompre l'isolement, favoriser la prévention. L'urgence depuis l'apparition de la drogue et du sida. Dans son bus, Cabiria accueille toutes les personnes prostituées, hommes ou femmes, une population difficile à toucher par le biais des organismes sociaux.
On nous a fait passer une feuille comme quoi ils allaient passer 3 fois par semaine. Et j'ai trouvé ça une excellente idée. Parce qu'on vient passer un moment, on se réchauffe moralement et physiquement. On boit un café ensemble, on discute. Moi, ils me connaissent tous. Donc je suis leur copine, je suis leur maman, comme ils disent. La semaine dernière, 90 personnes sont venues discuter ou tout simplement chercher un préservatif. Encore jeune, l'expérience est encourageante, mais il reste beaucoup à faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à un nouveau type de prostitution, lié essentiellement à la drogue. C'est-à-dire que les toxicomanes acceptent d'avoir des rapports sexuels pour des tarifs 4 fois supérieurs, sans préservatif. Cabiria est peut-être une solution contre ce cocktail explosif, la drogue, la prostitution et évidemment le sida. Retour au sport maintenant avec d'abord de la pelote basque et précisément de la Cesta Punta. Avec une première, la victoire de 2 Français, 2 professionnels qui jouent normalement aux États-Unis et au Mexique. Philippe Etcheverry. Daniel Michelena de Saint-Jean-de-Luz et André Pedroso de Biarritz, champion du monde professionnel de Cesta Punta. C'est la grande surprise de ce mondial. Surprise d'autant plus grande qu'ils avaient été battus de 10 points dans les phases qualificatives par les mêmes Chiquito de Bolivar et Félix, ici en blanc, archi favoris, et qu'ils licencient aujourd'hui par 35 à 31. Durant les 10 jours qui auront vu s'affronter l'élite mondiale des 450 professionnels de cette spécialité de pelote basque, le fronton de Biarritz n'a pas désempli. Un public venu des 2 côtés de la frontière, mais aussi des 5 continents où rebondit la pelote. Un public soulevé d'enthousiasme par les exploits des pelotaries capables de rattraper dans un gant d'osier de 10 cm de largeur une pelote à peine plus petite et qui file à près de 300 km/h. Menés 3 points à 1, les 2 Basques de France en chemise rouge ont ensuite pris la tête au score pour ne plus la quitter. Séquence nostalgie maintenant pour tous ceux qui allaient à Roland-Garros il y a 20 ans. Et bien voici les mêmes acteurs 20 ans après, où l'on retrouve au Racing à Paris pour une compétition de vétérans, les Borg, Rosewall, Nastase et autres, Antoine Cormery. Victor Pecci, svelte, c'est en 79 dans sa finale perdue contre Borg. Victor Pecci, plutôt empâté, c'est en 93 dans sa demi-finale perdue contre Borg. Les anciennes idoles ont repris le chemin des cours pour un tournoi officiel de vétérans. Officiel, car il y a tout de même 100 000 $ à la clé. Ici, il n'y a pas de pression comme dans les compétitions d'avant. Je m'amuse tout autant, mais maintenant, je joue de façon totalement différente. Avant, le tennis était la chose la plus importante de ma vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au Racing, Borg a remporté la finale des vétérans face à Taroxy, 12 ans après son dernier Roland-Garros. Mais pour beaucoup de joueurs, ce tournoi senior était surtout l'occasion de retrouver quelques vieux camarades de jeu. Je m'amuse à ma façon à 48 ans, 10 kilos de plus. Si on pense comme ça, je crois qu'on peut jouer. On a l'impression qu'il y a une chose que vous n'avez pas perdue, c'est le toucher de balle. Quand la balle arrive sur moi, ça va, mais si ça arrive à côté, il faut la chercher, c'est un petit peu dur. Allez, n'allez pas croire que ces vétérans-là sont rouillés. Nastase a toujours aimé en rajouter un peu. Un spectacle magnifique maintenant, c'est Orlando d'après Virginia Woolf à l'Odéon dans le cadre du festival d'automne. Seule en scène pendant 2 heures, Isabelle Huppert, dans une mise en scène esthétiquement parfaite de Bob Wilson. Jean-Jacques Le Garec. Orlando, c'est d'abord un travail essentiellement formel de Bob Wilson sur l'espace et la lumière. Le théâtre se voit en même temps qu'il s'entend, donc je travaille sur ces 2 concepts. Je pense que ce que nous voyons nous aide à entendre et ce que nous entendons nous aide à voir. Soudainement et fort, cruellement survint le grand gel. Orlando est un homme, au début, puis une femme, ensuite. Et sa vie s'écoule sur 3 siècles, mais il, ou elle, a toujours 30 ans. C'est la conscience et la synthèse de toutes les vies
que voulait porter en elle son créateur, Virginia Woolf. Il est probable que vous êtes tombé entre les griffes du plus cruel des dieux, la nature. Que les hommes pleurent aussi fréquemment et aussi sottement que les femmes. Je le sais de par mon expérience d'homme. Mais je commence à penser que les femmes se doivent d'être choquées quand les hommes laissent paraître de l'émotion en présence d'une femme. Et si c'est ce qu'ils désirent, alors je suis choquée. Isabelle Huppert est seule, sur une scène immense, noire au début, progressivement sculptée de lumière. Dans un travail avec Bob Wilson, on apprend à trouver des partenaires inhabituels, que sont la lumière, que sont l'espace. L'espace est véritablement une matière. Pour moi, je n'ai pas l'impression d'être dans le noir, j'ai l'impression d'être dans une matière vivante, soit que je sculpte, soit que je pousse. Tout a un sens, puisque tout est forme, donc tout a un sens. Je n'ai pas le sentiment angoissant de la solitude. Pas de décor, peu d'accessoires, un dépouillement étudié laisse un accès direct au texte et libère l'imaginaire. La virginité est le joyau que nous protégeons furieusement. Nous sommes censés mourir si on nous la ravit. Et quand on a été un homme pendant près de 30 ans et de plus, un ambassadeur, quand on a tenu dans ses bras une reine et 2 ou 3 autres grandes dames, on ne fait pas grand cas de sa pudeur. Bonsoir Miu Miu. Bonsoir. Vous auriez aimé être à la place d'Isabelle Huppert, 2 heures sur une scène de théâtre comme ça? Pas du tout là. Non. Non. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'on voit Isabelle Huppert au théâtre. On a vu beaucoup d'actrices de votre génération, Nathalie Baye, Fanny Ardant, revenir au théâtre, et vous, il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps, mais c'est vrai que c'est d'après les propositions. Je crois que le théâtre se prépare bien avant, et puis moi j'ai très peur. Donc il me faut une motivation extrême pour le faire, oui. Cela dit, c'est pas pour le théâtre que vous êtes venu ce soir. Effectivement, c'est pour parler d'un film qui va être l'événement cinématographique de l'année dans le cinéma français. C'est une super production. C'est Germinal, c'est le film de Claude Berry, d'après, bien sûr, le roman célèbre, et qui a un des romans français les plus lus, d'ailleurs, d'Émile Zola, bien sûr. Alors d'abord, Miu Miu. Non, pas Isabelle. Non, j'ai dit Miu Miu. Non, simplement, vous... La lectrice que vous êtes, Miu Miu, la lectrice que vous avez été au cinéma aussi, est-ce que Zola était parmi vos lectures préférées avant le film? Oui. C'est vrai? Oui, oui, j'aime beaucoup le style de Zola. Les mots comme le vice, l'hérédité, la perversité, la bestialité, enfin ce sont des mots un petit peu comme ça à l'ancienne, et ce sont des romans très épiques, très profonds, très puissants, quoi. J'ai beaucoup aimé, moi. Et est-ce pour ça que vous avez demandé le rôle de la Maheude à Claude Berry? Il paraît que c'est vous qui avez demandé. J'ai pas demandé, disons que l'idée l'a effleuré et que j'ai un peu appuyé dessus, ça c'est sûr. Mais c'est plus pour... j'avais envie plus de transmettre une certaine mémoire de la famille, enfin de ce milieu ouvrier, de ce milieu de ces gens qui devaient gagner de l'argent, qui devaient gagner leur pain, et à qui ça posait un problème tous les mois de boucler les fins de mois. Tout de suite, on va en voir un extrait, un extrait où vous êtes avec Renaud et avec Judith Henry, qui montre très bien le climat de ce film magnifique. Regardez. Je suis pour la grève, bien sûr. Mais il aurait peut-être mieux valu forcer la compagnie à être juste sans quitter le travail. Maintenant qu'on a commencé, on peut pas reprendre avant d'avoir obtenu justice. Plutôt crever que de dire qu'on a eu tort quand on a raison. C'est à eux de crever. Souhaiter la mort de personne. Si ça continue trop longtemps comme ça, c'est nous qui allons mourir de faim. Qu'est-ce que tu viens fiche ici? Je veux plus te voir, va-t'en. Maman, c'est du café et du sucre pour les enfants. J'ai fait des heures, j'ai pensé à eux. Pendant que nous, on crève au Voreux à faire la grève, vous continuez le travail à Jean Bart? Ça me dégoûte. Reste avec les jaunes. Assis avec moi. C'est lui. Quand il veut, je suis bien forcée de vouloir. Est-ce qu'on sait comment les choses tournent? Enfin, c'est fait, c'est pas à défaire. Autant lui qu'un autre, maintenant. Tout le monde travaille à Jean Bart? Oui, tout le monde travaille. Les traîtres. Si tu viens pour rester, c'est bon. Sinon, file tout de suite. Estime-toi heureuse que j'ai le petit. Sinon, je t'aurais déjà fichu mon pied quelque part. Et pour Zola, vous vous êtes retrouvé comme ça dans une super production avec des centaines de figurants. C'était très difficile? Non, c'était pas très difficile, c'était passionnant. C'était l'aventure qu'on a eue avec tous ces anciens mineurs.
était une aventure fabuleuse. Car les figurants, il faut le dire, Oui. beaucoup de gens le savent déjà, mais pas tous, c'était des anciens mineurs. Oui, et donc ils retrouvaient les conditions de travail, ils retrouvaient ce qu'avaient connu leurs parents et eux-mêmes. Et ça a été une fraternité, une joie, de la douleur aussi, parce qu'on leur rappelait des souvenirs des fois douloureux. Alors ce film, Miu Miu, à votre avis, est-ce que c'est un témoignage historique simplement, ou bien c'est encore une réalité politique aujourd'hui? Je pense que ça remue beaucoup de gens, mais parce que, disons que la lutte des travailleurs contre le capital, contre les patrons, c'était là. Mais maintenant, ça remue quand même parce qu'on a toujours besoin des restaurants du cœur. Parce que maintenant, ce ne sont plus les travailleurs, mais ce sont les exclus quand même. Et il y a une différence de classe sociale qui existe profondément. Et je crois qu'on est un petit peu dans une époque où, comme on nous explique, comme il y a des explications dans ces états-là, on s'habitue. Et je trouve ça terrible, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a éclaté un petit peu? Certains élus ou certains industriels du Nord trouvent que ce film va donner une mauvaise image du Nord. Le marchand de légumes, là. Non, mais je pense que dans toutes ces polémiques, on parle donc de Germinal et on parle de ce monsieur. Et voilà, ce sont des polémiques avant la sortie du film. La vie du film, il se fera par les gens qui iront le voir. Voilà, et nous irons tous le voir, puisque notamment demain, nous allons largement parler de Germinal. Le journal de 20h aura lieu en partie à Lille. En effet, je serai en direct avec Bruno Mazur, qui lui sera là-bas pour la première du film dans le Nord, où bien sûr, vous serez Miu Miu. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Fin de ce journal, donc dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Très bonne soirée sur France 2 avec un James Bond d'abord, L'homme au pistolet d'or. La dernière édition, ce sera le journal de Catherine Sellac vers minuit et demi. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h.